Vous savez, et mon cœur se brise sincèrement pour elle à cause de ça. Et les enfants, oui, ils n'ont plus leur père. Oui, oui, un autre patriarche. Piers Morgan, qui a interviewé des centaines de personnalités puissantes et sensationnelles, a fondu l'arme direct à l'antenne, non pas parce que le monde avait perdu une légende de la musique, mais parce qu'il avait pris conscience de la triste vérité cachée sous l'image du couple hors du rock. Sharon n'avait pas seulement perdu son partenaire de vie bien avant sa mort. Elle avait enduré des années à osciller entre l'amour et la violence, entre le devoir et la liberté personnelle. Les coups de pied, les fois où elle a été étranglée, quand aussi perdait le contrôle lors de crises de rage alimentées par la drogue, les accès de colère nés de l'impuissance, alors que la maladie de Parkinson le privait de sa capacité à créer. C'était les chapitres sombres que peu osaient aborder. J'ai rencontré aussi quand j'avais environ 18 ans et il est venu au bureau de mon père pour être géré avec Black Sabbath. J'avais donc 18 ans quand je l'ai rencontré pour la première fois. Coup de foudre? Non, pas du tout. J'étais genre « Oh mon Dieu, regardez-les !» Et ils étaient tous bizarres et poilus. Et parce que j'avais l'habitude de traiter avec des artistes américains qui étaient lisses et vraiment soignés, et ils sentaient bon. Et vous savez, soudain, ces gars arrivent, et ils sont poilus, et ils sont très, vous savez, du nord de l'Angleterre, et ils ne ressemblent ou ne s'habillent comme rien de ce que j'ai jamais vu. Et donc, j'étais très nerveuse avec eux. Eh bien, compte tenu de cette première impression, comment au monde quelque chose a-t-il pu se développer? Je suis allé voir leur spectacle ce soir-là avec mon père. Ils se sont produits dans ce club à Londres et j'étais tellement impressionné par ce que je voyais. Encore une fois, je n'avais rien vu de tel parce que tous les artistes avec lesquels nous avions traité étaient très lisses et une catégorie de musique différente. Un genre de musique différent, juste totalement différent. Et puis quand j'ai vu et à quel point c'était électrique et à quel point c'était différent, j'étais époustouflé. J'étais genre « Wow! » C'est donc à ce moment-là que je me suis intéressé à Black Sabbath. Eh bien, quand avez-vous commencé à devenir sérieux? Vous dites que ce n'était certainement pas le coup de foudre. 69, nous travaillions ensemble et c'est 1980, que nous avons commencé. Et c'était « nous travaillions ensemble » et c'est juste devenu autre chose. Eh bien, qu'est-ce qui, selon vous, vous a attiré vers lui premier et vous a gardé attiré vers lui? Maintenant, nous savons tous que personne ne traverse le mariage indemne. Mais soyons réalistes, vous avez eu des moments vraiment difficiles et tumultueux. Mais qu'est-ce qui vous a gardé si attaché à lui? Il était tellement drôle et vif d'esprit et pourtant très vulnérable et je pensais juste qu'il était le gars le plus drôle et le plus gentil que j'ai jamais rencontré parce qu'il était si vulnérable à propos de tout. Et cela m'a juste attiré vers lui. Le mariage de Sharon et Ozzy Osbourne a longtemps été perçu par le public comme une histoire d'amour turbulente mais durable. Un lien qui a résisté au scandale de la toxicomanie et à la maladie. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1970, alors qu'Ozzy venait de quitter Black Sabbath et oscillait entre le sommet de la gloire et les profondeurs de la toxicomanie. Sharon, la fille de Don Arden, le manager de Black Sabbath à l'époque, est rapidement devenue à la fois son manager et sa compagne, l'aidant à reconstruire sa carrière solo à partir de fragments. Les deux se sont mariés 1982, ouvrant un nouveau chapitre, non seulement dans leur propre vie, mais aussi dans l'histoire du heavy metal. Je disais à M. Gene Simmons plutôt qu'ils ne prétendaient pas être des êtres humains parfaits. Ils ont embrassé leurs défauts. Ils étaient très ouverts et candides sur les choses qui allaient mal. Vous savez, Sharon n'a jamais prétendu avoir le mariage parfait. Elle savait avec qui elle était mariée. Elle savait qu'il était un peu un garçon sauvage, Ozzy. Mais Ozzy m'a dit plusieurs fois, vous savez, qu'il n'aurait jamais pu faire tout cela sans Sharon. Et qu'il ne pourrait jamais imaginer la vie sans Sharon. Mais derrière les lumières de la scène et les tournées à guichets fermés, ce mariage était empreint d'obscurité.
Pendant la période où Ozzy était profondément consumé par l'alcool et la drogue, il perdait fréquemment le contrôle. Les accès de rage dus à l'ivresse ont non seulement détruit sa santé, mais ont également transformé leur maison un endroit dangereux pour la femme, même qui s'était tenue à ses côtés. Il y a eu des moments où Sharon a été frappée, jetée au sol ou, pire encore, étranglée lors d'une violente crise alimentée par des substances. L'incident le plus grave s'est produit en 1989, lorsque Ozzy, ivre et défoncé, a attaqué Sharon au point qu'elle a dû appeler la police. Sa décision de rester a déconcerté plus d'un. Mais pour elle, c'était un mélange d'amour, de responsabilité et d'un fragile espoir que Ozzy puisse changer. Elle n'était pas seulement sa femme, mais aussi son manager, la seule personne capable de maîtriser son chaos et de protéger l'héritage musical qu'ils avaient bâti ensemble. Sharon était la force motrice derrière des accords de plusieurs millions de dollars, des contrats de concerts massifs et des albums à succès, pleinement consciente que chaque succès comportait le risque qu'Ozzy retombe dans le cycle destructeur de la dépendance. Je l'aime plus. J'aime mon mari tellement plus que lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. J'étais un mauvais garçon pendant de nombreuses années. L'amour n'a fait que s'améliorer, s'approfondir. Et nous sommes bénis de nous être trouvés. Je veux dire, ça doit vraiment être nul quand les gens ont des aventures pendant 10 ans et qu'ils sont découverts. Ça doit vraiment faire mal. Je ne peux qu'imaginer. C'est déchirant. Ça brise les gens, vous savez. Et puis, vous devez vous réparer à nouveau. C'est impensable pour moi. Cloches d'église. Je suis déjà attaqué. Ravi de vous voir. Comment allez-vous? Sharon, Ozzy, tout d'abord, ravi de vous voir tous les deux. Merci. Deuxièmement, je vais m'inquiéter pour vous. Alors, commençons par comment vous allez. Je veux mettre une chose au clair. Il a été écrit dans les journaux qu'ils ont découvert que j'avais la maladie de Parkinson quand j'ai fait une chute. Eh bien, je suis au courant de la maladie de Parkinson depuis 2003. Je l'ai eu toute ma vie. Et le Parkinson que j'ai, ce n'est pas comme celui de Michael J. Fox. Comment avez-vous appelé ça? Ça s'appelle Parkin 2. C'est un gène avec lequel Ozzy est né. Et bien sûr, Ozzy ne pouvait rien avoir de normal. C'est très rare. Et sa trajectoire n'est pas comme la maladie de Parkinson normale que nous connaissons tous. Quand la grippe explique là, donc tu tues d'accord. Quand Ozzy a eu son « voulez-vous », arrêtez de gratter le vernis à ongles de ses putains d'ongles, ferme-la. Elle va t'harceler aujourd'hui. Ça ne la dérange rien d'autre. Je sais. Chut. Eh bien, tu as arrêté de jouer avec mon argent quand tu as arrêté ça. Mais il avait cette condition depuis sa naissance. Né avec. Mais dormant. Ce n'était tout simplement pas. Exactement. Et puis, quand tu as fait cette nouvelle chute, tu allais juste au butin, n'est-ce pas? Mais quand je suis tombé par terre, je me souviens avoir pensé « Tu l'as fait maintenant ». Alors, j'ai dit à Sharon « Sharon, peux-tu trouver une ambulance? » Je crois que je me suis encore cassé le cou. Elle est sortie de ce lit comme un éclair courant, criant dans la maison. Leur vie est entrée dans une nouvelle phase lorsque Ozzy a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Pour un artiste, ce n'est pas seulement une maladie neurologique dégénérative, et c'est une peine suspendue qui plane sur leur carrière et leur identité personnelle. La maladie de Parkinson prive le corps du contrôle musculaire, provoquant des tremblements, une raideur, une perte d'équilibre et un déclin de la mémoire. Pour Ozzy, dont la vie dépendait de la puissance sur scène et de sa capacité à écrire des chansons, ce fut un coup dévastateur. Dans les premiers mois après le diagnostic, il a essayé de maintenir son ancien rythme de vie, expérimentant avec différents médicaments et la physiothérapie. Mais moins d'1 an, les signes de déclin sont devenus indéniables. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait plus écrire de paroles. Ses jambes sont devenues si faibles qu'il avait besoin de s'accrocher au mur juste pour faire quelques pas. Plus il se sentait impuissant dans son propre corps, plus il devenait irritable.
Les crises émotionnelles se produisaient fréquemment, surtout quand il réalisait qu'il ne pouvait plus chanter une chanson entière ou tenir une guitare comme il le faisait autrefois. Cependant, selon les enfants d'Ozzy, ce n'était pas seulement le résultat de la maladie de Parkinson. C'était également aggravé par le terrible accident qu'il avait subi des années plus tôt. Revenant à cet accident de VTT sur votre domaine Angleterre, racontez-moi ce dont vous vous souvenez de ce jour-là. D'accord. J'étais à Los Angeles et je travaillais là-bas. Et j'ai reçu l'appel téléphonique qu'Ozzy est dans une ambulance route vers l'hôpital. Ce dont je me souviens, c'est que nous filmions une émission pour la télé-réalité des Osbourne. Je suis monté sur mon quad. J'étais descendu un talus que j'avais fait tous les jours et le quad s'est soulevé dans les airs et a atterri sur moi. La minute suivante, je sais que j'étais à l'hôpital. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'équipe qui filmait les Osbourne a eu une partie. Il s'est relevé. Le garde de sécurité est allé vers lui et l'a relevé et l'a mis à l'arrière du quad d'un autre quad sur lequel se trouvait le garde de sécurité et l'a conduit jusqu'à l'avant de la maison. Les services d'urgence avaient envoyé un hélicoptère pour Ozzy parce que nous vivons à la campagne. Vous savez, nous avons comme une petite forêt sur notre terrain et ils envoyaient un hélicoptère. Mais les gardes de sécurité l'ont mis dans la voiture et l'ont conduit à l'hôpital et il y avait un hélicoptère route. Et ils nous ont dit que la pire chose que vous puissiez faire est de déplacer quelqu'un après un accident comme ça. Mais Ozzy ne se souvient de rien parce qu'il était état de choc et il n'était pas sûr de ses blessures. Et puis, le médecin m'a appelé et m'a parlé de son bras. L'artère principale de son bras avait été sectionnée et il n'y avait pas de flux sanguin, pas d'oxygène dans son bras et ils essayaient de sauver son bras. Et dès que j'ai entendu ça, j'étais juste parti, vous savez. Je suis juste genre, je ne peux pas. Et je suis monté dans un avion littéralement 2 heures plus tard, j'ai volé vers Londres. Tout le monde Angleterre était juste, vous savez, tellement dévasté. La police m'a accueilli à l'aéroport. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Vous savez, 30 minutes, et vous savez, tout le monde se ralliait autour d'Ozzy. Et ils avaient mis Ozzy dans un coma artificiel pendant 8 jours pour qu'il ne souffre pas. Et quand j'ai littéralement vu Ozzy pour la première fois, il était dans une salle pleine de gens qui étaient dans le coma. Et vous savez, des tubes et des bouteilles sortaient de partout. Et vous savez, d'un côté de lui, il y avait une bouteille de sang. De sang, où il coulait de l'autre côté, elle est pleine de pipi. Et je suis juste genre, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller dans 1 minute. À ce stade, Sharon n'était plus seulement une épouse. Elle était devenue, à bien des égards, une infirmière à temps plein. Elle suivait chaque dose de médicaments à l'heure près, supervisait les séances de thérapie et réorganisait tout l'horaire pour rester à ses côtés. Mais le plus dur n'était pas les tâches elles-mêmes. C'était d'affronter un Ozzy qui était de plus enclin à la colère. La maladie n'a pas seulement enlevé son agilité physique. Elle a également profondément affecté son système nerveux et ses émotions, transformant des moments de vulnérabilité explosions incontrôlables. Il y a eu des jours où le plus petit détail, une note légèrement fausse dans une chanson ou un micro qui grésille, suffisait à le faire exploser, à briser des objets, à crier sur l'équipe et même à ordonner à tout le monde de sortir. Dans ces moments-là, Sharon était souvent la seule disposée à l'approcher, à poser une main sur son épaule et à essayer de désamorcer la situation. Sa patience a empêché les choses d'aller trop loin, mais cela l'a également laissé complètement épuisé. La maladie de Parkinson a également entraîné l'insomnie et le manque de sommeil qui ont à leur tour aggravé l'état mental d'Ozzy. De nombreuses nuits, Sharon restait éveillée avec son mari simplement pour le rassurer lorsqu'il murmurait des craintes de ne jamais revenir sur scène. Personne d'autre qu'elle ne savait que chaque mot d'encouragement était un moment de plus où elle devait réprimer sa propre anxiété. La force que le public voyait Sharon était réalité une mince armure. Dessous se trouvait une femme qui avait atteint les limites de l'endurance à maintes reprises. Je pense que c'était probablement la consommation d'alcool d'Ozzy. Nous n'avons plus à nous occuper, Dieu merci. Mais je pense que la consommation d'alcool fume beaucoup. Oui.
je te disais toujours d'arrêter de fumer devant les enfants et tout. Et puis tu disais, arrête de me harceler. Je suis genre, je te demande juste de ne pas fumer. Je pense que nous nous sommes rapprochés vieillissants, vous savez. Oui, bien sûr que nous l'avons fait. Je veux dire, c'est définitivement mieux que ce qui me concerne. C'est mieux maintenant que ça ne l'a jamais été. Et le mariage est censé être pour le reste de votre vie pour nous. Mais alors quand les gens disent « Oh, vous savez, notre travail nous a éloignés l'un de l'autre », eh bien, ça ne va pas faire ça dans les 40 prochaines années, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai trouvé que Son et moi avons fait cours de route. De temps en temps, nous avons renouvelé nos vœux. C'est un assez bon outil à avoir parce que vous oubliez quelle est si elle est l'accord. Oh, la miss! Oh, j'ai mal fait ça. Elle va me déranger maintenant. Vous savez, vous faites des erreurs. Vous faites des choses stupides. Mais je veux dire, savez-vous que c'est une voix à double sens? C'est le cas ces 5 dernières années. Sharon ne nie pas qu'elle avait pensé à partir, mais tout comme dans le passé, elle a choisi de rester. Peut-être était-ce par amour, ou peut-être parce qu'elle savait mieux que quiconque qu'elle était la seule à pouvoir aider Ozzy à s'accrocher à ce qui restait de l'artiste lui. Ils ont embrassé leurs défauts. Ils étaient très ouverts et candides sur les choses qui allaient mal. Vous savez, Sharon n'a jamais prétendu avoir le mariage parfait. Elle savait avec qui elle était mariée. Elle savait qu'il était un peu un garçon sauvage, Ozzy. Mais Ozzy m'a dit plusieurs fois, vous savez, qu'il n'aurait jamais pu faire tout cela sans Sharon. Et qu'il ne pourrait jamais imaginer la vie sans Sharon. Ils disent qu'un sur, vous savez, 4 mariages ou 1 sur 3 ne durent pas. Et je pense que les gens ont tendance, ils n'ont pas les moyens, de simplement s'accrocher. Et il y a de la valeur à être capable de s'accrocher. Et la vie n'est pas parfaite. Personne n'est parfait. Et des choses horribles, vous savez, arrivent, vous savez, et elle a été un emblème. Et Ozzy aussi un emblème pour même s'ils sont comme accrochés. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et la vie est dure, et vous voulez, ils étaient de bons exemples de la façon de se relever quand vous avez été mis à terre et de continuer. 100%. Je les regarde toujours. Vous savez, je suis aussi marié depuis 46 ans vous savez, et je n'ai pas traversé une fraction de ce qu'ils ont traversé. Je les ai juste regardés et j'ai pensé, oh mon Dieu, c'est incroyable. Ils sont Sharon et Sharon que je connaissais le mieux de toute la famille. Je la trouve comme une super-héroïne. Elle est vraiment comme une super-héroïne pour la vie. Ils étaient la première fois que j'étais conscient de voir l'authenticité. Vous savez, ils n'étaient pas, vous savez, ce qui s'est passé. Je suppose que ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, finalement, quand vous mettez, vous savez, beaucoup d'entre nous, et même moi, ce moment avec ça devant moi, vous savez, je suis inquiet de, vous savez, quoi que je dise ou comment ça se passe, il semble qu'ils n'avaient pas ça de filtre. Non. Et ce qui pourrait être considéré comme négatif, mais s'est avéré être positif parce que leur authenticité quand ils étaient en colère. Quand quelque chose d'inconfortable s'est produit, ils ont vu l'humour dedans. Rock, il juste parce que c'est ce qu'il ressentait, c'est ce qu'il aimait, c'est comme ça qu'il disait, c'est comme ça qu'ils vous savez, et ils sont la pure humanité. C'est ce que je pense, et nous manquons de pureté, nous manquons d'authenticité, et nous manquons. Vous savez, nous sommes censés agir d'une certaine manière. Nous sommes censés voter d'une certaine manière. Nous sommes censés penser d'une certaine manière. Nous ne sommes pas censés parler d'une certaine manière. Nous sommes censés être censurés. Qu'est-ce que la censure? La censure, c'est juste pour que nous sonnions tous exactement de la même manière. Nous n'utilisons pas ce n'est que dans les derniers jours d'Ozzy que Pierce a pleinement saisi la profondeur et la résilience de l'amour complexe entre Sharon et l'homme qui l'avait blessé tant de fois. Il était à Los Angeles, juillet 2025, quand la santé d'Ozzy a pris une tournure brutale. Dans une pièce faiblement éclairée, Ozzy était allongé sur son lit d'hôpital. Les mains qui avaient tenu un micro des dizaines de milliers de fois tremblaient maintenant aussi fragilement que du papier. Sharon était assise à ses côtés,
ses yeux ne quittant jamais son visage, ajustant doucement sa couverture, tout gardant sa main dans la sienne. Pas un seul mot de reproche n'affranchit ses lèvres. Pierce se tenait tranquillement dans le coin, regardant alors qu'elle se penchait avant et pressait son front contre le sien, comme si elle lui transmettait le dernier morceau de chaleur avant qu'il ne s'endorme. L'image contrastait fortement avec les histoires que Pierce avait entendues de coups de poing et de coups de pied, de fois où elle avait été étranglée, de violentes crises que seule elle avait la force de calmer. Il comprit alors que Sharon avait eu des centaines de raisons de quitter cet homme, mais que, fin de compte, elle avait choisi de rester, non pas parce qu'elle avait oublié le passé, mais parce qu'elle l'acceptait comme une partie inséparable de ce qu'était Ozzy. Lors d'une conversation privée, quelques jours après la mort d'Ozzy, Sharon a raconté à Pierce des choses qu'elle n'avait jamais partagées publiquement. Elle a parlé des nuits passées à dormir sur le canapé pour éviter ses accès de rage, d'avoir envoyé les enfants chez des amis pour leur sécurité, d'avoir attendu devant la porte de la salle de bain qu'ils se réveillent après une overdose. Pierce a écouté et quand Sharon a dit « Mais il a aussi été le seul amour de ma vie jusqu'à la fin », il n'a pas pu se retenir. Les larmes sont venues non pas par pitié, mais étant témoin d'une sorte d'amour rare à cette époque. Un amour à la fois beau et brutal, mais entier à sa manière. Pierce a réalisé que l'amour que Sharon avait pour Ozzy n'était pas simple ou pur. C'était un amour mis à l'épreuve, usé par la dépendance et la maladie, mais qui perdurait encore parce qu'il avait été forgé dans le feu. Et voyant la façon dont elle l'a laissé partir calmement, doucement, comme quelqu'un qui se préparait à ce moment depuis des années, Pierce a finalement compris pourquoi elle n'était jamais partie. Ozzy ne pouvait pas vivre sans Sharon, et Sharon ne pouvait pas vivre sans Ozzy. Et c'est ce qui est si triste, je pense, aujourd'hui, c'est que Sharon n'a plus Ozzy maintenant. Pendant les mois où Ozzy a lutté contre la maladie de Parkinson, Sharon n'était pas seulement celle qui gérait ses médicaments ou le guidait à travers chaque séance de thérapie. Elle était celle qui interceptait chaque crise, protégeait leurs enfants et gardait la maison, malgré toutes ces turbulences, un endroit sûr où ils pouvaient revenir. À chaque instant, Ozzy perdait le contrôle. Elle était la seule qui osait tenir bon, le regarder droit dans les yeux et le ramener à la réalité. Lorsque les médecins leur ont dit que les traitements n'étaient plus efficaces, Sharon s'est assurée qu'Ozzy n'apprenne pas la nouvelle d'un étranger. Elle le lui a dit elle-même, doucement mais clairement, qu'il était temps d'arrêter, de le laisser partir paix. Et Ozzy, un homme qui s'était battu contre toutes les limites dans la vie, a acquiescé sans argument pour la première fois. Dans ces derniers instants, il n'y avait pas de public, pas de musique. Seulement Sharon, se penchant pour presser ses lèvres contre son front, tenant sa main jusqu'à ce que ses doigts se relâchent. Pierce était là, témoin de tout du début à la fin, et a finalement compris la réponse à la question « Pourquoi n'est-elle jamais partie ?» Ce n'est pas parce qu'elle avait oublié tout ce qui s'était passé. C'est parce qu'elle avait choisi de voir l'ensemble de lui, la lumière et l'obscurité, et de l'aimer complètement tel qu'il était. Dans un monde où l'amour est si facilement brisé par les erreurs, Sharon a choisi le chemin le plus difficile pour rester, pour tout affronter et pour pardonner. Non pas pour pardonner afin d'oublier, mais pour pardonner afin qu'elle puisse aimer pleinement jusqu'au tout dernier moment. Et quand Ozzy est décédée, elle n'a pas seulement perdu son mari, elle a perdu une partie d'elle-même. Une partie de sa vie qui, bien que marquée, elle n'a jamais regretté de l'avoir vécue pleinement. De l'extérieur, le mariage entre Ozzy et Sharon Osbourne peut ressembler à une série de conflits, de scandales et de blessures qui ne se sont jamais cicatrisés. Mais pour ceux qui l'ont vu de l'intérieur, c'était aussi un témoignage rare d'un amour à la fois profondément mis à l'épreuve et farouchement résilient. C'était une relation liée non pas par des jours calmes, mais forgée à travers des décennies de crises, d'échecs, de maladies et de moments qui semblaient au-delà du pardon. Ozzy Osbourne n'était pas un homme parfait, et il n'a jamais prétendu l'être. C'était un génie musical, mais aussi un homme plein de contradictions, féroce mais fragile. Ce qui le rendait extraordinaire aux yeux de Sharon n'était pas seulement sa musique ou sa renommée, mais sa capacité à faire face à ses propres erreurs.
Dans ces dernières années, alors que la maladie de Parkinson le privait de la plupart de ses forces, Ozzy a commencé à parler plus souvent du passé, des moments où il avait blessé Sharon, des occasions qu'elle avait eues de partir mais qu'elle n'avait pas saisies. Il appelait cela sa dette à vie, une dette qui ne pourrait jamais être remboursée avec de l'argent ou la renommée, mais seulement avec gratitude et respect absolu. Sharon, pour sa part, n'a jamais transformé son pardon une médaille à afficher. Elle n'a pas évoqué la blessure pour faire culpabiliser Ozzy. Elle a choisi de la garder comme partie de leur histoire commune. Une histoire qu'ils ont tous deux vécue, subie et surmontée ensemble. Sa grâce résidait dans le fait qu'elle refusait de laisser ses pires erreurs le définir entièrement. Elle a vu le pire et le meilleur lui, et a choisi de rester pour protéger le meilleur, même lorsqu'il était enfoui sous la poussière de la dépendance et de la maladie. Leur lien s'est reflété non seulement dans les années où Sharon a pris soin d'Ozzy lorsqu'il ne pouvait plus se tenir sur scène, mais aussi dans la façon dont il lui tenait la main pendant les séances de thérapie ou simplement dans le regard reconnaissant qu'il lui adressait lorsqu'elle l'aidait à manger une cuillère de soupe. Ce sont de petits gestes, mais lourds de sens. La preuve que lorsque tout le faste et le glamour se sont estompés, il ne restait que deux personnes dans leur véritable essence. Pour Piers Morgan, qui a été témoin de ces moments de première main, ce n'était pas seulement une histoire d'amour. C'était un portrait profondément gravé de loyauté et de pardon. À une époque où tout peut être facilement remplacé, Ozzy et Sharon ont choisi de s'accrocher l'un à l'autre, non pas parce qu'ils ne s'étaient jamais blessés, mais parce qu'ils avaient choisi de parcourir toute la route ensemble, aussi difficile soit-elle. Et c'est peut-être pourquoi, quand Ozzy a rendu son dernier souffle, Sharon ne s'est pas effondrée. Elle avait vécu assez longtemps dans sa lumière et dans son obscurité pour comprendre que l'amour n'est pas une succession sans fin de jours heureux. C'est la promesse de ne pas aller même lorsque tout s'écroule autour de vous. Pendant plus de 5 décennies, Ozzy a réalisé quelque chose que très peu d'artistes atteignent. Il a transformé la musique la voix des oubliés, des rebelles et de ceux qui avaient l'impression de ne pas appartenir à un endroit particulier. De Paranoid à Crazy Train. Des jours avec Black Sabbath définissant le heavy metal au haut et bas tumultueux de sa carrière solo, chaque note qu'il a jouée portait l'empreinte de la défiance. Mais l'héritage d'Ozzy ne concerne pas seulement la musique, et c'est aussi l'histoire d'un homme imparfait qui a osé affronter ses défauts. Un homme qui a touché le fond dans la dépendance, la violence et la maladie, mais qui a quand même trouvé des moyens de se relever. Pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Il a quitté le monde avec un message. Même lorsque vous vous êtes détruit, il y a encore une chance de renaissance, si vous avez le courage et la compagnie de ceux qui refusent de vous abandonner. Sharon est devenue le témoin vivant de ce voyage. Elle était celle qui le protégeait, le guidait et, parfois, le ramenait des profondeurs mêmes qu'il avait créées pour lui-même. Grâce à sa constance, l'héritage d'Ozzy n'a pas été déformé par des scandales ou des anecdotes infâmes. Au lieu de cela, il est devenu la preuve qu'une légende peut être à la fois un symbole de rébellion et un témoignage vivant du pouvoir salvateur de l'amour et de la loyauté. Lors de ses derniers concerts, il y avait toujours un moment spécial après la fin de la dernière chanson. Alors que les applaudissements résonnaient encore, Ozzy regardait vers les coulisses. Les fans, même sans en entendre, savaient qu'il cherchait les yeux de Sharon. Pour eux tous, c'était un message tacite. Cette musique, ce rugissement, porte sa marque. Le jour de sa mort, les forums de rock du monde entier se sont enflammés. Des histoires personnelles ont afflué de ceux qui avaient rencontré Ozzy, une fois dans la rue, à des fans de toujours, qui ne le connaissaient qu'à travers des écouteurs, tous partageant le même sentiment, la gratitude. Ils étaient reconnaissants à Ozzy pour la musique et à Sharon pour lui avoir donné le temps de la faire. Beaucoup ont admis qu'après avoir appris ce que Sharon avait enduré, ils la respectaient encore plus, la considérant comme une partie inséparable de la légende d'Ozzy. Dans de nombreuses villes, des rassemblements commémoratifs spontanés ont eu lieu. Des centaines de fans ont chanté Crazy Train ou Mama, I'm Coming Home larmes.
Des bougies ont été disposées forme de cœur avec une photo d'Ozzy souriant au centre. Et sur beaucoup de ces photos, Sharon était là à ses côtés. Les fans ont compris que leur histoire n'était pas un conte de fées. Mais c'est précisément pour cela qu'elle a touché les cœurs qui avaient été blessés, qui avaient dû pardonner et qui s'étaient accrochés à une main tremblante, même lorsqu'elle tremblait. L'héritage musical d'Ozzy continuera de vivre à travers les haut-parleurs, les plateformes de streaming et dans les mémoires de millions de personnes. Mais l'héritage d'amour, l'histoire d'une épouse qui est restée quoi qu'il arrive, sera également transmis comme une partie inséparable du Prince des Ténèbres. Parce que, fin de compte, ce qui rend une légende immortelle, ce n'est pas seulement la musique, c'est l'histoire humaine qui la sous-tend. Pendant plus de 40 ans, Sharon n'a pas seulement été l'épouse d'une légende, mais aussi l'architecte et la gardienne de son héritage. Des longues heures, des longues nuits, remplies du chaos de la dépendance au matin calme au bord de son lit d'hôpital, Sharon était là, ne s'éloignant jamais. Piers Morgan, qui a été témoin de ces derniers moments, n'a pas pu retenir ses larmes les racontant. Il a dit qu'il avait rarement vu un amour à la fois aussi féroce et aussi durable, un amour que les deux partenaires ont payé cher, mais qu'aucun n'a choisi de lâcher. Et au moment où Ozzy est décédé, Piers a compris que ce n'était pas seulement une histoire de musique, mais une histoire de force humaine, de pardon et de rester même lorsque toutes les raisons de partir étaient claires. Ozzy, avec toute sa sauvagerie et ses défauts, a vécu vraiment, aimé vraiment et a été vraiment reconnaissant. Sharon, avec toute sa patience et sa grâce, a maintenu cet amour vivant même lorsque la maladie et les sombres souvenirs les entouraient. Entre eux, il n'y avait pas d'eux. De contes de fées, seulement une vérité brute et une promesse inébranlable. Nous resterons ensemble jusqu'à la toute fin. Maintenant, la musique d'Ozzy résonne encore dans le monde entier. Des stades remplis de fans aux petites pièces où quelqu'un joue Crazy Train sur une vieille chaîne stéréo. Mais à côté de ces mélodies se trouve une autre histoire. L'histoire de Sharon, qui a aimé une légende de toutes ses forces. Et c'est peut-être là le plus grand héritage d'Ozzy Osbourne. Pas seulement les chansons, mais la preuve que l'amour, aussi malmené soit-il, peut tenir bon lorsqu'il est nourri par la loyauté, le pardon et un cœur qui n'abandonne jamais. Laissez un message pour Ozzy et Sharon dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette vidéo. Partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions garder cette authenticité vivante pour toujours.